Bonjour à tous, on attend encore quelques minutes, les retardataires, pour commencer à 11h30. Super, on va pouvoir commencer, il est 11h30. Bonjour à tous et merci, d'être venus pour ce webinaire autour de la qualité des données, méthodes et techniques à adopter. On est ensemble pour, 45 minutes environ. N'hésitez pas à lever la main, vous avez une petite émoticône, juste en dessous. Voilà, on se fera un plaisir, de vous, donner la parole. L'idée c'est que ce soit pas un échange, unilatéral, mais voilà, partagé. Donc aujourd'hui, j'ai la chance, d'être avec Antoine Brodeur. Antoine, si tu peux te présenter? Ouais, donc, je m'appelle Antoine, vous l'aurez deviné. J'ai rejoint Limpida il y a entre-temps 6 ans et je m'occupe depuis maintenant 3 ans de l'équipe des consultants. Et ensemble, on intervient sur l'ensemble de la chaîne de valeur des données de façon à aider nos clients à en tirer le plus de valeur possible. Super, merci beaucoup Antoine et moi-même Marie de Vévrotte, responsable marketing chez Limpida. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être redéfinir ensemble ce qu'est la qualité des données. Ah, donc, la qualité des données, en fait, dans un premier temps, ce qu'il faut toujours se rappeler aussi un peu, c'est le fait que c'est pas une action qu'on fait une fois, c'est un cycle, en fait, qui se répète et qui ne s'arrête jamais, de façon à ce que la donnée soit toujours le mieux gérée possiblement, où le but, c'est justement de garantir qu'elle soit exacte, qu'elle soit fiable et qu'elle soit pertinente, sans oublier qu'il est aussi important qu'elle soit disponible. C'est-à-dire que si on a un système qui est tellement sécure que personne ne peut y accéder, c'est un peu dommage. Donc le but, c'est justement de pouvoir se dire, dès que j'utilise ma donnée, j'ai aucune question à me poser parce que je sais qu'elle est gouvernée, elle est vérifiée et je peux m'en servir sans me poser de questions. Mmh, et donc on est vraiment dans une démarche stratégique de long terme. C'est pas, à tel moment je fais telle action et ensuite, ça sert pas à grand chose. On est vraiment sur On du court, s'inscrit là, moyen, long terme, quoi. tout à fait, on s'inscrit dans la durée, c'est-à-dire qu'on commence aujourd'hui, mais la vision, elle est à plutôt 1 an, 2 ans, 5 ans peut-être. Mmh. On a envie que nos données aujourd'hui et demain soient les plus justes possibles. Super, merci beaucoup Antoine. Et peut-être faire un rapide, retour sur le cycle de vie de la donnée, passant de l'acquisition à l'archivage. Tout à fait. Donc, ce que vous voyez, donc on vous a mis le symbole de l'infini. Pourquoi? Parce que entre l'acquisition et l'archivage, bah, déjà de base, il se passe beaucoup de choses. Mais surtout, une fois qu'on a acquis des données, peu importe si c'est quelqu'un qui a rentré des entrées dans un CRM ou alors si on revient d'un salon et qu'on a des nouveaux contacts, on va idéalement travailler avec pour en tirer de la valeur et faire en sorte que la donnée puisse nous aider. Et donc, ça commence par l'enrichir, regarder qu'est-ce qu'on peut lui ajouter, comment est-ce qu'on peut en tirer des bonnes conclusions. On va évidemment la gouverner, être sûr que ce que l'on regarde, ce soit juste et qu'on le traite de la bonne façon. On va peut-être aussi l'affiner parce que quelque part,
On peut aussi se dire que tout n'est pas forcément pertinent, on va l'agréger pour faire des rapports. Et en fait, ce cycle, il ne s'arrête jamais. Il ne s'arrête jamais. Pourquoi? Parce que demain, je reviens avec un contact d'un salon. Après-demain, ça va être une opportunité. Puis peut-être même encore après-demain, ça va devenir un client. Et ce qui est important, c'est que à toute étape de ce process, je sache que ma donnée soit juste et que je puisse l'utiliser jusqu'au moment où, pour une raison X ou Y, elle devient impertinente et que je l'archive. Ou même là, on va veiller à la qualité de l'archivage, puisque ce qui est important, c'est de pouvoir se dire, si dans 5 ans j'en ai besoin, je sais où la trouver, je peux y accéder, et elle est toujours juste. Mmh. Merci beaucoup Antoine. Et peut-être avant de passer à la démarche, faire un petit état des lieux de c'est quoi une donnée de non-qualité? Voilà, le vif du sujet étant exactement ça, où en fait, ce qu'on va vous proposer là, ce n'est pas exhaustif, mais ce sont les plus gros critères en fait de non-qualité. Où le premier, il nous saute limite à l'œil en disant bah, il est inexact. Pourquoi? Parce que il manque des informations, ce qui a été saisi, c'est pas correct, ce n'est pas cohérent, et donc je ne peux pas m'en servir en fait, ou alors encore pire, si je m'en sers sans savoir que c'est faux, je vais peut-être même prendre une décision que j'aurais pas prise si la donnée avait été juste. Puis on a également le volet de la conformité qui s'accentue avec la RGPD, où en fait, toute donnée que j'obtiens, il faut aussi à chaque fois que je me pose la question, est-ce que j'ai le droit de l'utiliser? Est-ce que je ne suis pas en train de faire quelque chose qui serait interdit par la loi? Tout comme le contrôle est tout aussi important que les autres critères, bien sûr, où là, si je ne contrôle pas ma donnée, bah, en fait, elle peut se détériorer sans forcément que je me rende compte, ce qui, pareil, entraîne aussi des risques de prise de mauvaises décisions, de reporting qui soit faux. Et surtout, bah, ce qui est dommage finalement, puisque la donnée, elle a de la valeur, donc autant aussi faire l'effort de la contrôler correctement. La documentation, sujet qui fait plaisir à tout le monde, est évidemment très, très, très importante aussi pour la donnée. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, j'ai besoin de savoir d'où est-ce qu'elle vient, comment elle m'est arrivée, où est-ce qu'on l'a trouvée, où est-ce qu'on l'a sortie. Mais j'ai besoin de savoir aussi quelles sont les règles à respecter pour m'en servir. Et donc, si j'ai pas de documentation, bah, je risque très rapidement en fait de faire des joints qui sont peut-être pas là, de tirer des conclusions qui n'étaient pas l'intention de la personne qui a produit ce morceau de données. Tout comme si elle est déconnectée, donc en rien reliée au reste de mon activité et ça gravite un peu tout seul, on va dire, dans son environ, j'aurais du mal à en faire à en faire quelque chose parce que je ne saurais pas la traiter, je ne saurais pas non plus bien l'interpréter. Donc, si on travaille avec de la donnée, soyons toujours aussi vigilants au fait que ça ait bien un rapport avec ce qu'on fait et ce soit bien aussi en lien et en phase avec les autres sujets. La traçabilité, donc on en revient à la question de déjà d'où est-ce que ça vient, mais surtout comment et par qui ça a été modifié, pas pour fliquer nos collègues, mais plutôt pour pouvoir en fait comprendre comment j'en suis arrivé aujourd'hui à ce résultat, d'où est-ce que ça vient et pourquoi est-ce qu'on lui a apporté des modifications. Mmh. Comme le côté statique qui peut aussi être un problème où en fait, il y a des données qui n'ont pas besoin d'être mises à jour régulièrement, mais à minima, il faut quand même regarder est-ce qu'on est bien à jour? Parce que sinon, en fait, si on l'actualise pas, autant se dire qu'on en a pas besoin et qu'on peut la mettre de côté. Mmh. Très bien, merci beaucoup, Antoine. Et peut-être revenir sur cette grille de maturité. Alors pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs webinaires, on aime bien faire un petit état des lieux de où se trouvent nos participants. N'hésitez pas à réagir aussi, à lever la main. Peut-être Antoine, si tu peux nous commenter cette grille et les exemples concrets qui sont associés à chaque niveau. Avec plaisir. Donc, on retrouve justement à gauche le niveau zéro qui est en fait, le début, où on ignore complètement le sujet pour arriver, du côté droit et être, intégré. En fait, au tout début, on a encore du mal à comprendre réellement l'impact de ce que ça veut dire d'avoir des données de mauvaise qualité. Alors, on se rend compte, hein, si j'ai pas mis à jour l'adresse de livraison de mon client et que le colis part au mauvais endroit, au pire, à ce moment-là, je me rendrai bien compte que finalement avoir des données de qualité, c'est pas optionnel. Mais en tous les cas, on va avoir, bah, aucun process, aucune politique et donc si c'est juste, c'est plus un coup de chance qu'autre chose. Par contre, si c'est faux, on va pas forcément encore en tirer les bonnes conclusions. Quand on passe au niveau d'après, donc le niveau réactif, on n'a toujours pas de rôle ou de personne, on va dire, qui est dédié à la veille, de la qualité des données.
Par contre, on va au moins ad hoc corriger les données qui sont fausses de façon à typiquement, l'ouvrier qui imprime l'étiquette de livraison, il voit que l'adresse n'est pas cohérente, il va peut-être il va peut-être faire signe à son manager de façon à faire modifier justement l'adresse pour que ça aille au bon endroit. Par contre, on n'a pas de système, on n'a pas de process qui déjà empêcherait que l'adresse de livraison soit fausse. Mmh. Par contre, quand on arrive au niveau proactif, donc déjà vous le voyez dans le terme, réactif, ça veut dire qu'il m'arrive quelque chose et je réagis. Proactif, j'agis avant que le problème arrive. On va généralement déjà trouver un ou plusieurs sponsors. Si c'est possible, évidemment, du top management de façon à bien appuyer la démarche et aussi avoir le budget finalement de le faire. On va sans doute retrouver aussi quelques KPI qui permettent de suivre l'évolution. Mais surtout, on a défini des responsabilités claires et du côté métier et du côté IT, de façon aussi à savoir, en fait, moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est de ma responsabilité? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Où là, justement, on va mettre un accent sur le fait d'identifier et analyser d'où viennent les problèmes et comment au mieux les adresser. Alors, je Mmh. vois aussi que Monsieur Bocquet nous a levé une main, donc je vous donne la parole. Je pense que vous devrez accepter et activer votre micro, par contre. Tac. Voilà, Ok, merci. parfait. Alors, non, on n'est pas très Google, on est plutôt Teams, donc faut que je trouve les bons réflexes. En fait, je voulais mettre un petit Ok. message dans le chat, mais c'est très bien. Bonjour à tout le monde. C'était juste pour dire qu'en fait, on peut très bien, sur certaines rubriques, être à un niveau, avoir un Chief Data Oui, Officer, Data Owner. Par contre, sur d'autres process, en termes de méthode ou d'outils ou de gouvernance, ne pas être au même niveau. Donc, ah bah, ce tout n'est à pas fait. forcément à la verticale, mais ça peut être un mix en fonction des catégories. Voilà. Tout à fait, on est bien d'accord. Évidemment, ça ne se lit pas en noir et blanc, mais ça donne au moins quelques indicateurs de est-ce que je suis très avancé, est-ce que je suis un peu en retard. Mais vous avez raison, parce que là, c'est un peu même le serpent qui se mord la queue. Le Chief Data Officer, son premier jour, il va retrouver une société sans process qui sont mis en place. Donc, vous avez raison. Merci beaucoup pour la remarque. Ça se comprend bien comme étant évidemment holistique avec tous les termes et surtout toutes les dimensions qui vont ensemble pour faire de la qualité des données. Et comme le dit Monsieur Bocquet, on peut être un peu plus avancé sur un sujet et, euh, et un peu moins sur d'autres. Si on passe donc au niveau 3 qui est l'optimisation, ça veut dire qu'on a déjà mis en place quelques process et ça commence à fonctionner. Là, on va aller chercher en fait à faire mieux. Donc, faire mieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit être plus précis dans ses vérifications ou alors arriver à automatiser cette partie-là de façon à faire plus de vérifications sans y passer du temps. Donc, généralement, quand on arrive à ce niveau, il y a déjà un Chief Data Officer, voire un ou plusieurs Data Owners, mais surtout, ça commence à se propager à l'échelle de l'entreprise et doucement, ça rentre dans les mœurs et tous les collaborateurs sont conscients du fait que c'est très important de veiller à la bonne qualité de ces données. On va aussi commencer à surveiller notamment la qualité, donc soit de façon manuelle, soit de façon automatisée, mais en tout cas, il y a un process qui existe et on va essayer de mettre en place, généralement, ça se traduit par une plateforme, une approche technique pour justement arriver à mieux maîtriser ce volet vérification. Pourquoi? Ça prend du temps et en fait, on n'a pas envie de passer du temps pour se rendre compte que tout va bien. Donc, on préfère en fait que quelqu'un, ou en l'occurrence un logiciel, le fasse à notre place et qui nous prévienne simplement si on a besoin d'intervenir. Et si là, on va donc du volet optimisé, où là, on a déjà fait de grandes avancées au volet intégré, ça veut dire que la donnée fait vraiment partie de la culture d'entreprise. On a réussi à mettre en place une collaboration en continu entre les départements qui vise à améliorer la qualité, mais surtout, on est très avancé dans l'automatisation des process, sachant que tout n'est pas automatisable, évidemment. Un ordinateur, ça reste des zéros et des 1. Mais par contre, on peut en automatiser une grande partie de façon à justement faire en sorte que là où il y a besoin, on intervienne avec le cerveau humain. Et le reste du temps, en fait, comme on a défini un process qui tient la route, idéalement, il va nous prévenir si jamais ça ne va pas.
Oui, c'est ce que tu me disais, Antoine, l'autre jour quand on préparait ce webinaire, c'est qu'il faut une juste combinaison entre automatisation et culture de la donnée auprès des humains, quoi. Tout à C'est fait. mmh, très bien, merci beaucoup. Alors, donc, quelle démarche pour assurer la qualité de données, sachant que, on a réalisé ce schéma. Alors, pour le lire, les drapeaux rouges représentent les problèmes de qualité de données. Donc, on part du processus de les sources de données jusqu'à la distribution, que ce soit des rapports, des analyses exploratoires, et cetera. Je te laisse peut-être le commenter, Antoine? Avec plaisir. Donc, oui, on a du côté gauche, en fait, l'arrivée des données qui peut être soit la création, soit de l'ingestion. Donc, soit il y a une interaction quelconque par une application web ou téléphone, ou alors on charge en masse des données, par exemple, qui nous viennent depuis un partenaire. Et là, ce que vous voyez avec les drapeaux rouges sont tous les endroits vraiment critiques où potentiellement il peut se passer quelque chose. Donc, déjà, rien qu'au chargement, techniquement, on peut avoir des problèmes. Ça arrive, hein. Coupure réseau, des champs qui se vident. On ne comprend pas très bien pourquoi au début, même s'il y a toujours une raison. Avant d'arriver dans justement, aujourd'hui, le data warehouse, lakehouse, data lake, relativement peu importe le setup, ça va arriver chez nous. C'est ça qu'il faut en retenir. Où déjà, idéalement, on a bien géré et la création et l'ingestion, dans le sens où si quelque chose est faux ou n'est pas complet, déjà de base, on ne le prend pas. Pourquoi? Parce que tout ce qui est une fois dans le data warehouse, déjà, ça va nous créer des problèmes downstream, donc du côté droit. Mais surtout, ce qui est dedans, il faut le nettoyer à un moment donné si c'est faux. Donc autant aussi mettre des verrous à l'entrée, que ce soit à la saisie ou ça, vous connaissez, si par exemple, vous allez saisir le prix d'un produit, généralement, il ne peut pas être négatif. L'outil va vous empêcher de saisir -10. Tout comme pour le chargement, on peut également regarder un set de données qui nous arrive, faire 2-3 tests de cohérence. Si c'est bon, on le charge. Si c'est pas bon, par contre, on le laisse de côté et on prévient la personne qui l'a produit de façon à ce qu'elle puisse corriger. Et de la même manière, si on va du côté droit, donc la livraison et surtout le reporting, en fait, avant d'aller présenter quelque chose, un rapport, voire un outil qui en déduit des choses pour automatiser d'autres process, on va refaire des tests, on va refaire des tests de cohérence surtout, de façon à se dire, en fait, si je me rends compte que c'est faux, je préfère ne pas faire de mise à jour et avoir des données de hier, plutôt que d'avoir des données d'aujourd'hui, mais qui sont fausses. Mmh, tout à fait. Et donc, quelle méthodologie pour, agir sur, la qualité de données? Donc en termes de méthode, alors ce qu'on dit très souvent chez Limpida, c'est l'action par périmètre porte quand même ses fruits. Pourquoi? Parce que si on commence et qu'on veut adresser tout au même moment et tous dès le début, ça va quand même être très compliqué parce que même une petite société a énormément de sujets. Donc le premier point, ce serait en fait d'identifier un périmètre qui soit suffisamment critique pour avoir de l'impact, mais qui soit pas non plus ni le plus gros ni le plus compliqué, pour éviter aussi que en fait, la tentative ou le début de projet soit un échec. Une fois qu'on a réussi à faire ça, on va déjà à l'intérieur de ce périmètre, sélectionner les données qui sont, les plus importantes, qui ont le plus besoin d'être, traitées. Une fois qu'on a fait ça, on va cartographier, voir tout ce qu'il y a dedans en fait. Quel est le contenu des données qui nous intéressent? Comment est-ce qu'on peut en tirer quelque chose? De façon à justement identifier les process. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire en fait déjà qu'on va essayer de réfléchir à qu'est-ce qui définit une donnée aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'elle est juste ou qu'elle est fausse? De façon à justement écrire des règles sur comment les collecter, comment les traiter, comment les stocker, de façon à ce qu'en tant qu'équipe, on puisse partager ces règles-là et agir en fonction. On va passer par la suite à l'évaluation des données. Donc, une fois que j'ai décrit mes règles, je vais regarder entre tout ce que j'ai écrit, comment est aujourd'hui ma donnée, ce qui peut me donner globalement des résultats. Soit on le fait déjà très bien et notre donnée correspond exactement aux règles qu'on a énoncées. Et dans ce cas-là, c'est très bien. On n'a pas forcément besoin de mettre en place de nouvelles mesures pour améliorer. Par contre, généralement, entre les règles et l'évaluation, il y a quand même un écart. Et donc, c'est là où on arrive à l'étape 6, qui est la stratégie d'amélioration sur qu'est-ce que je peux mettre en place, quelles sont les procédures qui peuvent m'aider à améliorer petit à petit la qualité de mes données, sachant que, vous le voyez représenté par la flèche qui fait le tour, ce process, il est itératif, c'est-à-dire qu'on ne l'arrête jamais en fait. Il tourne, et il tourne en permanence, où là, justement, si j'évalue et que tout va bien, ça aussi, ça vaut la peine de le faire. Pourquoi? Parce que ça va me permettre justement d'être bien conscient du fait que ma donnée est bien en qualité, le process fonctionne et de surveiller finalement
le process en lui-même. Oui, donc une fois que tu as fait ton périmètre, c'est pas terminé. En fait, tu le réévalues à chaque fois, par trimestre, mensuellement. Enfin, comment tu fais? Alors, la périodicité, je pense qu'elle doit être propre et au sujet et à toute société, hein. Généralement, ce qu'on essaye de faire, c'est au moins une fois par mois avoir un espèce de spot check pour se dire, bah, je sais que j'ai deux, trois vérifications de cohérence à faire, je les fais et tout va bien. Après, sur des sujets critiques ou alors très volatiles, admettons qu'on gère des réseaux sociaux, où là, par contre, le côté instantané de l'information, il est extrêmement important. Là, une fois par mois, évidemment, ça suffit pas parce que Hmm. si je me rends compte dans 4 semaines que le post d'aujourd'hui, bah, il est parti à la mauvaise heure, par exemple, c'est un peu trop tard. Donc, Hmm. je dirais que la fréquence, ça va dépendre et du business et aussi de la nature des données qu'on traite. Évidemment, si on peut tout vérifier tout le temps en permanence, c'est mieux. Par contre, tout le monde n'a pas l'occasion d'utiliser des outils pour ça. Donc, il faut trouver un rythme qui soit un bon compromis entre ça ne prend pas trop de temps pour empêcher le business. Par contre, on le fait suffisamment souvent pour éviter des problèmes de qualité. Super. Merci beaucoup, Antoine. On parlait de règles de gestion. Peut-être redéfinir ce que c'est avec un exemple concret. Yes. Donc, une règle de gestion est quelque chose qui définit de façon très claire et sans ambiguïté comment on doit se comporter, quelque part. Dans le champ, enfin, ou plutôt dans le domaine de la data, ça se traduit très souvent par, dans un champ ou dans une colonne donnée, quelles sont les valeurs que je m'attends à voir et comment est-ce que je les traite. Où là, justement, une règle de gestion, dans un premier temps, elle doit être non ambiguë, donc il faut que ce soit très, très, très clair et qu'on fasse en sorte que n'importe la personne qui la lit, elle en déduit la même chose. Je fais un exemple un peu extrême, mais être efficace sur le stockage, ça peut être interprété d'un côté, bah, en disant que j'essaye de faire en sorte de ne pas occuper trop de place, tout comme par contre quelqu'un d'autre pourrait aussi s'interpréter que bah, finalement l'historique il n'est pas si important, si je le supprime, je gagne quelques gigas, alors que pas du tout, c'était pas l'intention. Donc je pense que le premier point, c'est vraiment de faire en sorte que peu importe qui lit la règle de gestion, doit comprendre quelle était son intention, à quoi est-ce qu'elle doit servir et comment est-ce qu'on doit la mettre en œuvre. Elle doit évidemment ne pas être redondante non plus. Donc, 2 fois la même, c'est un peu dommage, mais au pire, on s'en remet. Par contre, si j'ai 2 règles qui se contredisent, bah là, je fais quoi? Je me retrouve dans une situation d'impasse. Donc pareil, quand on met à jour les règles de gestion, toujours penser aussi à revoir l'ensemble, de façon à voir est-ce que chacune des règles à elle toute seule, déjà, elle fait sens, c'est bien, mais est-ce que toutes les règles ensemble continuent encore à faire sens pour, bien adresser nos problématiques? Tout comme idéalement elle est obligatoire, c'est-à-dire qu'on doit quelque part quand même contraindre aussi, les collègues à s'y conformer parce que sans la contrainte généralement ça devient à nouveau très rapidement, la fête. Donc même si c'est dur à mettre en place, idéalement il faut qu'on trouve, des systèmes qui permettent de contraindre les collègues aussi à respecter les règles, tout comme elle doit être le plus stable possible. Stable dans quel sens? Bah, en fait, si je revois toutes les semaines mes règles de gestion, je vais être en non-qualité permanente, mais pas parce que je suis, mauvais en termes de qualité des données, mais parce que je change les règles toutes les semaines. Donc évidemment, si une société se restructure, ça va rebattre les cartes et il y a tout qui est à revoir. En revanche, les règles de gestion autour de la donnée, idéalement, ne devraient pas changer, un rythme, très, 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 accentué. Hmm. Et du coup, tu conseilles d'utiliser un moteur de règles? Enfin, comment ça se passe Alors là, pour définir ces règles? ce qu'on conseille surtout, c'est une, approche méthodologique où en fait, il y a plusieurs composants qui font une bonne règle de gestion. Ce que l'on peut voir à droite, hein, c'est une représentation très synthétique qui permet notamment aussi, une fois qu'on en a défini plusieurs, bah, déjà de les garder à l'esprit, de tous les noter de la même manière, mais surtout de le faire aussi ensemble. Parce que si je suis tout seul dans mon coin et j'écris des règles de gestion, ça va marcher, hein, parce que s'il n'y a personne pour me dire que j'ai tort, je vais avancer très rapidement. En revanche, si on arrive à faire le pont entre le métier, l'IT, et qu'on arrive à se mettre d'accord ensemble sur des règles de gestion, généralement, le résultat est quand même bien meilleur. Hmm. Ok. Merci beaucoup, Antoine. Donc peut-être passer au KPI pour mesurer cette qualité des données et ensuite peut-être parler de dashboard. Mmh. Et donc les KPI, alors, évidemment, comme dans tout domaine, on a envie de mesurer où est-ce qu'on en est. Maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les qualités des données, c'est un peu comme aller à la salle. Si j'y vais aujourd'hui et demain je mesure mon poids, il y aura pas tout de suite un impact. En revanche, si je continue à mettre en place des choses et surtout je le fais sur la durée, tôt ou tard, je verrai des résultats.
où là, ce qu'on va surtout vérifier, ce sera dans un premier temps la précision. Donc, est-ce que j'arrive à déplacer ma donnée, la traiter sans erreur? Est-ce que j'ai sous les yeux, est-ce que c'est complet? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est à jour aussi? Parce que on oublie assez facilement que finalement, un chargement qui n'a pas marché, dans l'absolu, c'est pas très grave parce que ça arrive. En revanche, ça veut dire aussi que j'ai plusieurs heures, voire plusieurs jours de retard sur l'actualité de ma donnée. Après, on va regarder aussi très souvent l'unicité. Donc, on sait dire, en fait, finalement, pour un morceau de données, on sait dire quel est le critère d'unicité, qu'est-ce qui me permet de dire que j'ai un doublon. Et voilà, là, on peut mesurer assez facilement un pourcentage pour se dire, dans le temps, est-ce que ça diminue? Là aussi, un exemple, les données clients sont quand même très souvent une source justement de doublons. Pourquoi? Parce que j'ai un premier collègue qui rencontre la Jean-Paul SAS, puis un deuxième qui va créer la même société et qui va la renseigner Jean-Paul SARL, et le troisième, il va faire Jean-Paul SAS. Donc, c'est 3 fois la même boîte. Par contre, parce que plein de raisons, elle n'a pas été saisie de la même manière. Et donc, faire des tests d'unicité, ça va nous permettre aussi de mesurer en fait à quel point est-ce que j'arrive à fusionner finalement ces informations de façon à ne pas traiter 3 fois la même société, alors que c'est pas forcément nécessaire. On va regarder également l'intégrité, donc d'où est-ce que ça vient et est-ce qu'on peut mesurer, justement le taux des données qui nous viennent par l'extérieur mais qui sont fausses. Donc aussi s'assurer que ce que nous donnent nos partenaires soit juste. On peut relativement facilement finalement mesurer en fait le taux d'accessibilité. Donc, combien de pourcents du temps est-ce que notre base de données est en ligne, elle fonctionne et on peut y accéder. On a la réputation aussi, puisque mine de rien, on est tous des humains qui ont des idées en tête, où là, du coup, la réputation des données au sein d'une société, c'est quand même très important. Parce que si on met en place plein de choses et que ça marche beaucoup mieux, mais qu'on dit à personne, la réputation peut ne pas évoluer. Les gens se disent, de toute façon, c'est faux, autant ne pas m'en servir. Où là, on peut notamment conduire des questionnaires, on peut demander un retour d'expérience, de façon aussi à de façon régulière se rendre compte est-ce que oui ou non, les actions qu'on fait, est-ce que c'est perçu, est-ce que c'est vu, et surtout, est-ce que ça a bien l'impact qu'on voudrait que ça ait. Tout comme, justement, on pourrait aussi mesurer notre capacité à tracer. Donc, la traçabilité, moi, j'aime bien avoir la date à laquelle ça a été modifié par qui, par exemple. On pourrait mesurer le taux comment dire, le nombre d'éléments où on sait mesurer ces informations vis-à-vis de l'ensemble des données qu'on a, de façon aussi à mesurer est-ce que dans le temps, on arrive à avancer ou pas. Mmh. OK, merci beaucoup Antoine. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à lever la main. Alors, maintenant, on vous présente un dashboard que l'un de nos clients nous a proposé de vous montrer. Parce que l'idée, c'était pas de vous prendre une capture d'écran sur Internet et de vous présenter quelque chose d'assez généraliste, mais voilà, de vous montrer un vrai cas d'usage. Mm. Peut-être Antoine, je te laisse le commenter. Ouais, donc, ce qu'on a vu là à l'instant en termes de KPI, ils sont très, très génériques et très hauts d'entonnoir finalement, où on va s'occuper principalement du volet technique. Est-ce que j'arrive à déplacer la donnée? Est-ce qu'elle est à jour? Est-ce que j'arrive à y accéder? Pour maintenant parler de quelque chose de vraiment très opérationnel, où en fait, il s'agit donc des données rentrées dans un CRM, comment dire, les utilisateurs de Salesforce reconnaîtront, je pense, la mise en forme du rapport. Et là, le but, c'est justement aussi de se dire, en fait, une fois que je sais que ma donnée, elle est bien rentrée, elle est à jour et je peux en faire ce que je veux, est-ce que son contenu est juste? Et donc là, en l'occurrence, on regarde les opportunités et on va regarder dans un premier temps un compteur où il y a 115 opportunités qui sont en retard. Donc là, on a complètement quitté le monde, on va dire, des KPI quelque part génériques et techniques, mais là, on est dans une application vraiment business. Pourquoi? Parce que la vraie qualité, c'est à cet endroit-là qu'elle se fait. J'ai beau me dire que toutes mes opportunités sont bien rentrées et elles ont bien été chargées, en fait, si cette date n'a pas été mise à jour ou alors s'il n'y a pas eu d'action, ça ne me servira que très peu. Tout comme le compteur du milieu qui nous dit qu'on est sur 67 opportunités à 6 mois sur la même étape, pareil. Là, c'est un insight que je peux actionner en me disant, alors certes, je suis en non-qualité, par contre, surtout, ça me donne aussi l'occasion d'aller relancer le ou les vendeurs pour leur dire, mais là, il va falloir agir, il va falloir faire quelque chose. Donc tout ça pour dire que la qualité des données ne s'arrête pas, on va dire, sur le regard technique. Est-ce que j'arrive à la déplacer, j'arrive à la rendre accessible? Mais elle va idéalement jusqu'au business sur le terrain pour dire, en fait, là, on peut réellement s'en servir en fait des critères de non-qualité qu'on a définis,
de façon à prendre les bonnes décisions et à mettre les bonnes actions sur le terrain. Ok, très bien, merci beaucoup Antoine. Et du coup, quelle organisation on met en place pour assurer la qualité des données? Alors, on a évidemment le choix, hein. L'organisation, tout compte fait, c'est toute société qui la définit toute seule. Donc, on a décidé de vous montrer 3 choix qui nous semblent plus ou moins pertinents. Alors, j'ai évidemment une opinion, mais qui n'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Où on va trouver du côté gauche une organisation qui est décentralisée finalement, c'est-à-dire qu'on a des équipes métiers, des équipes data. Chacun vit dans son coin, donc évidemment, on se parle, mais on n'est pas, on va dire, rattaché ni à la même hiérarchie, ni dans la même équipe. Pour passer par une équipe centralisée où là, j'ai un data office au milieu qui sert l'ensemble des équipes métiers qui l'entourent pour arriver sur ce qu'on appelle l'organisation hybride, où en fait, j'ai un data office en centrale. Par contre, si c'est pertinent, je peux aussi en dédier un ou plusieurs à des sujets différents dans l'entreprise. Donc, je vous l'ai dit, j'ai un avis. Moi, mon avis, il penche plus vers le volet hybride ou centralisé. Pourquoi? Parce que on en revient au fait que la qualité des données, c'est pas quelque chose, on va dire, où naturellement on va sauter dessus en se disant c'est un sujet que j'ai réellement envie de traiter. Donc, c'est là où je vois un risque avec l'organisation décentralisée qui fait que le data office, il va essayer de mettre en place plein de choses, mais comme il n'y a aucun lien, on va dire, autrement que par le fait de travailler le même sujet, les équipes métiers, elles vont continuer à faire ce qu'elles veulent. Et quelque part, on va dire, il y a ce lien qui est dur à créer. Alors que si on est dans une vision centralisée où le data office, finalement, peut parler à tout le monde et est légitime surtout, là, je pense qu'on arrive à créer des synergies qui vont permettre notamment cet échange, ce dialogue et cette culture commune de façon à faire en sorte que les données soient le plus justes possible. Et toujours le COMEX qui est au-dessus, hein, parce qu'il faut absolument que la stratégie de qualité de données soit alignée avec le top management, oui, Mm, inversement. tout à Hmm, fait. Très bien. Et du coup, peut-être revenir donc sur les méthodes pour pérenniser la qualité des données dans le temps. Oui, puisque ce qui est également important de se rappeler régulièrement, c'est que la qualité des données n'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui et on allume l'interrupteur et ça va marcher, mais c'est quelque chose qu'on a besoin de maintenir dans le temps. Donc le but, ce sera d'automatiser une grande partie et de l'industrialiser également. Donc dans les objectifs, on va trouver évidemment d'être plus précis, plus efficace, de détecter une anomalie le plus tôt possible. Donc plus tôt on la trouve, plus vite c'est réglé et moins on va avoir de conséquences par la suite. On va aussi avoir comme objectif de standardiser les process de façon à ce que si je vérifie d'une manière d'un côté de la société, que je fasse la même chose partout à partir du moment où ça a bien fonctionné. Là, dans les actions, justement, on peut déjà dans un premier temps utiliser ce qu'on appelle des frameworks, ce qui permet en fait de faire en sorte que tous les tests qu'on va exécuter ont la même tête, le même fonctionnement et soient compris de la même manière. On va créer des scripts aussi pour automatiser une grande partie de ce qui peut être automatisé. Tout comme on va essayer de mettre en place un système d'alerte de façon à justement ne pas avoir à me connecter tous les matins, vérifier. Par contre, en revanche, dès qu'il y a un problème, je reçois un email, un Teams, peu importe, de façon à pouvoir aller regarder. Et idéalement, on va essayer de tendre vers une approche qui s'appelle le ELT, donc bien en opposition au ETL. Quelle est la différence? ETL, donc Extract, Transform and Load, ça veut dire que j'ai déjà transformé en dehors de ma base de données vis-à-vis du ELT, où là je dis Extract, Load and Transform, donc j'extrais, je copie, enfin j'extrais, je charge, pardon. Donc là j'ai fait un copier-coller, seulement après je transforme, ce qui va notamment me permettre de faire en sorte qu'en fait, s'il y a un problème, j'ai qu'une seule base de données à regarder et non pas la base de données plus un morceau de flux de chargement. Et du coup, est-ce que tu peux peut-être nous donner un ou deux outils qui permettraient d'automatiser toute cette partie-là, en fait, que ce soit les tests, les systèmes d'alerte? Alors là, sur le marché, il y a évidemment plusieurs éditeurs qui proposent de faire ce genre de choses, avec des degrés, on va dire, de complétitude et complexité différents. Moi, mon outil de cœur reste DBT, le Data Build Tool. Pourquoi? Parce qu'il adresse tous les sujets que j'ai évoqués, donc il permet d'automatiser, il m'envoie des mails quand ça ne va pas et il est globalement assez agréable à utiliser, mais surtout, moi qui viens aussi plus du monde métier que du monde technique, il est accessible sans être informaticien. C'est-à-dire que tous ces systèmes-là sont là, il suffit de savoir faire des requêtes SQL et je peux m'en servir. Contrairement à d'autres éditeurs, si on prend l'équivalent chez Azure, par exemple,
il sait faire tout ce que sait faire DBT. Par contre, c'est à moi de le coder from scratch, ce qui en soi n'est pas un problème, mais par contre, ça veut dire aussi que, un, je dois le faire, et deux, je dois savoir le faire. Donc, si je devais donner une recommandation, je dirais vivement le Database Tool, c'est vraiment génial. On n'a pas d'action chez Datable Tool, hein, je préfère prévenir. Ok, et du coup, on parlait de automatiser, mais aussi tout le côté humain. Donc, ce sujet d'acculturation, comment on s'y prend? Alors là aussi, il y a évidemment beaucoup de façons de s'y prendre et il faut essayer de coller aussi à l'esprit de la société pour qui on veut le faire. Mais les objectifs seront sensiblement les mêmes ou dans un premier temps, on va essayer de faire en sorte que l'importance des données rentre dans les mœurs en fait. Je sais que c'est important, il faut y veiller et faire en sorte que justement, naturellement, les collaborateurs aient envie d'avoir une belle donnée, qu'elle soit juste, qu'on puisse s'en servir. Ou là, après, par la suite, une fois qu'on a réussi à faire ça, on va essayer de développer une culture autour, donc de façon à ce qu'en fait, toute décision qui est prise, quelque part, doit être idéalement drivée par les données. Et là, on en revient aussi au point de départ. Si les données sont fausses, ça fait des mauvaises décisions. Donc là, on rentre un peu dans un cercle virtueux où, idéalement, bah, comme je veux prendre mes décisions basées sur les données, je veux faire en sorte qu'elles soient justes. Et donc, ça rentre dans ma manière d'agir et dans mon quotidien tout en renforçant la responsabilité, puisque là aussi, plus on avance dans la maturité, plus on va structurer les démarches, et surtout, si je détecte une erreur, je dois savoir à qui parler. Hmm. Pas pour taper, pour râler, mais par contre pour simplement dire, attention, j'ai trouvé ça, est-ce que tu peux corriger, s'il te plaît? Et là, en termes d'action, bah, on peut évidemment faire des formations, hein. Là, il y en a plein différentes qui permettent d'adresser les sujets de façon différente. Idéalement, on va quand même aussi faire de la documentation et surtout la rendre accessible de Via le façon, dictionnaire de données, du coup? par exemple, par Hmm. exemple. Un catalogue de données peut être un très bon moyen de faire ça. Pourquoi pas aussi mettre, par exemple, publiquement accessible, enfin publiquement au sein d'une société, toutes les règles de gestion qui ont été définies. Et surtout, désigner aussi qui est responsable de quoi, dans quelle partie de l'entreprise, de façon à ce que bah, j'ai quelqu'un, finalement, un, à qui je peux poser des questions, deux, à qui je peux dire, attention, il y a un problème, mais surtout aussi quelqu'un qui va essayer de promouvoir aussi cette approche et de faire en sorte que tout le monde se sert correctement des données tout en mettant en place, pourquoi pas aussi des programmes de récompense, hein, ça on l'a Oui, fêter les victoires. ouais, tout à fait, pour fêter les victoires, on a même déjà vu le ménage de printemps chez certains clients parfois donne lieu à des belles primes ou des sorties en équipe si on arrive à vraiment faire un bon pas sur la qualité. Donc là, j'ai envie de dire sur le volet récompense, tout moyen est bon à partir du moment où ça permet de motiver les équipes. Super, merci beaucoup Antoine. Donc on arrive à la fin de ce webinaire avant de passer aux questions-réponses. Donc au niveau des ressources, on a plusieurs livres blancs, des grilles d'évaluation, également des replays de webinaires autour de la gouvernance, de l'acculturation, etc. Voilà, on essaie de couvrir vraiment tous les sujets de la chaîne de valorisation des données. On va essayer de sortir 2 e-books là cet été. Profitez des congés. Voilà, donc restez à l'écoute. Au niveau de Limpida, donc nous, on a un cabinet de conseil et d'intégration sur tous les sujets data, que ce soit la mise en place d'une stratégie, la qualité de données, la gouvernance et même l'acculturation. Donc, on fait à la fois du conseil, mais aussi des éléments techniques. Et en fait, la spécificité de notre cabinet, c'est qu'on a une double expertise technico-fonctionnelle et métier. Donc, c'est vraiment important pour nous de comprendre les différentes problématiques, que ce soit côté IT ou côté métier. Voilà, j'en ai terminé. Je termine le partage d'écran et comme ça, je vous laisse poser vos questions. Vous pouvez lever la main. Ah, on a une question. Alors, toi, je te laisse là. Super. Bonjour. Bonjour, il faudrait juste penser à allumer le micro, et après on vous écoute. Bonjour, On vous entend, c'est bon. parfait. Donc, je suis Malik Dugman, je travaille pour une collectivité territoriale et je voulais savoir, on va dire dans un monde parfait, le temps pour mettre en place une démarche, on va dire, mature de TP de la donnée en année, on va dire, ou en mois, si c'est
si c'est possible. Selon la taille de structure, j'imagine, mais voilà, pour une grande structure ou pour plutôt une petite. Voilà, merci. Voilà, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte parce que idéalement, alors la vraie réponse, ce serait infini, puisque ça ne s'arrête jamais. Par contre, je pense qu'il faut regarder évidemment la taille et la quantité des données à regarder, mais aussi d'où est-ce qu'on part. Donc, si on part vraiment de zéro, je pense, avant de voir les premiers résultats tangibles, il faut compter au moins 6 mois, le temps de définir qui est responsable de quoi, de s'être mis d'accord sur des règles et d'avoir mis en place les actions qui vont bien. Donc, je dirais que si vous partez de zéro, il faut bien compter 1 an, 2 ans pour vraiment arriver à des résultats tangibles, mesurables. Parce que malheureusement, même si ce n'est pas une activité à temps plein, ça met du temps à se mettre en place et à être effectif. Est-ce qu'Antoine a répondu à votre question? Oui, merci. Super, Et merci à vous. merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole, hein. J'ai l'impression que ça a été très clair du coup. S'il n'y a pas d'autres questions. Ou alors, on a faim, ça peut être l'un ou l'autre. Ah, il y a quelqu'un. Monsieur Bouquet. Ouais. Voilà, Ah. c'est Tracy, j'ouvre le micro avant de parler. Dites-moi, au niveau de vos interventions, bon, vous me dites que vous étiez cabinet conseil, mais est-ce que vous pouvez aussi intervenir en termes d'audit? Donc, Tout auditer à des fait. process ou de la qualité de données, oui? Tout à fait. On intervient aussi en auditeur où là, quelque part, on va essayer de comprendre la manière dont ça fonctionne et le comparer à ce qu'on préconise, ce qui est sans doute pas la vérité, mais au moins quelque chose qui fonctionne et qui fait ses preuves. Donc oui, on sait faire de l'audit pour aussi vous dire où est-ce que vous en êtes. Ok. Parce qu'on est, société pour laquelle je travaille, on est pas mal avancé sur certains des sujets, d'autres moins. Je pense qu'à un moment, peut-être, pourrait être intéressant d'avoir une photo. Mhm. Quand bien même, je pense on est avancé à peu près où on est, mais c'est souvent mieux quand l'information en fait est portée par un externe. Tu vois, à réfléchir. Merci. Bah, En tout cas, peut-être très, très intéressant. Super, merci beaucoup. Et ce qu'on pourra faire, c'est vous rappeler, comme ça on pourra vous présenter peut-être plus en détail notre méthodologie d'audit aussi, Oui, si ça vous convient. volontiers. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, on a une question, Antoine. Yes. Bonjour monsieur, alors votre micro est coupé. Oui, C'est ça va bon. marcher mieux avec le micro. Bonjour Emmanuel Mougin, EDF. Oui, là je suis avec mon compte perso anonyme qui du coup ne l'est plus. Euh, Est-ce que vous utilisez des outils d'intelligence artificielle dans la qualité de données? Quel type d'outils et est-ce que ça a une vraie valeur ajoutée? Alors, l'intelligence en tant que telle, aujourd'hui, on ne l'utilise pas, du moins pas dans le process de qualité des données. Est-ce que j'y vois un intérêt? Oui, ça pourrait en avoir un, mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut aller extrêmement loin et avoir quelque chose du niveau de ChatGPT qui est très, très autonome. Donc, pour répondre à votre question, aujourd'hui, on ne l'utilise pas. Pourquoi? Parce qu'on reste sur des règles tout compte fait qui ne méritent pas non plus le, le coût et l'investissement de mettre une intelligence dessus. Et deuxième raison, c'est qu'aussi, une fois que la règle métier ne s'applique plus parce qu'il y a une incohérence, c'est quand même rarement quelque chose qu'on sait représenter sous forme informatique, où donc l'intervention humaine devient nécessaire à un moment. En termes d'outils, ce qu'on utilise, comme je l'ai dit auparavant, on utilise énormément le Database de Tool, qui est très très puissant, mais surtout qui se greffe à n'importe quelle base de données. Donc quelque part, si votre base de données est capable de faire de l'IA, vous pourriez le faire aussi avec cet outil, je pense. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, oui, non, mais j'ai bien compris que Data Build Tool, il faut regarder.
Voilà. Merci. Merci à vous. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être pouvoir clôturer. Dans tous les cas, moi, je vous envoie cet après-midi le replay et le support de présentation. S'en suivra aussi des ressources. N'hésitez pas, si vous avez des questions après, etc., on se fera un plaisir d'y répondre. Je sens qu'Antoine commence à avoir faim. Non, Exactement. je rigole. Non, non, mais voilà, n'hésitez pas, on est ouvert. Donc voilà, vous pouvez nous écrire par mail. Très bonne journée à tous et très bonne fin de journée. Merci à tous. Très bonne journée et au revoir. Au revoir.